Bien, moi je vous remercie vraiment de nous avoir invités pour ce soir parce qu'il y a trop peu de commémoration de cette tricontinentale. Et je vais essayer, dans le peu de temps qui m'a imparti, de vous montrer en quoi cet événement me semble un incontournable. Dans un de mes livres antérieurs, je disais que la mémoire était au peuple ce que la psychanalyse était aux individus. Autrement dit, sans la connaissance de notre histoire, sans la connaissance des moments forts d'offensive des dominés sur cette planète, il n'est pas possible de reprendre l'offensive. Si l'on regarde l'histoire du combat anticolonial, à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle phase offensive dans l'anticolonialisme, ça a été par la réappropriation des phases antérieures, par la connaissance des combats antérieurs. Et je crois que dans les stratégies internationales des dominants, l'occultation de l'histoire, l'occultation de la mémoire, le détournement des faits historiques est une arme qui est extrêmement importante. Pour vous montrer l'enjeu et l'espoir et l'ambiance qu'il y avait à la Havane en ce janvier 66, je voudrais juste vous rappeler l'ambition de cette tricontinentale. Voilà comment Mehdi Ben Barka, président du comité préparatoire, résume le projet. Un événement historique par sa composition, car y seront représentés les deux courants de la Révolution mondiale, le courant surgi de la Révolution d'octobre et celui de la Révolution nationale libératrice. Autrement dit, il s'agissait de réunir deux processus qui remettaient en cause le même système, le système capitaliste, mais à partir de lieux différents. Le mouvement communiste international et d'autre part, les peuples qui se battaient pour leur indépendance. Et en ce sens, je voudrais compléter ce qu'a dit Bachir sur l'aspect historique, rappeler une des racines de la tricontinentale qui est trop souvent oubliée et qui est même dans beaucoup d'écrits sur la tricontinentale qui n'est pas pris en compte, qui est le Congrès international de Bruxelles, 1927. Je le cite parce qu'à l'ouverture de Bandung, Sukarno, dans son discours introductif, rappelle aux délégués qu'ils étaient plusieurs à être à Bruxelles et que dans les mémoires de Nehru, de Nkrumah, de Messali, de Kenyatta, d'El Khattabi, on retrouve le souvenir de Bruxelles, ou en tout cas de cette conférence. Cette conférence, en 1927, je voudrais la résumer en vous citant le délégué sénégalais. Voilà ce qu'il dit. Camarades, les nègres sont trop longtemps endormis. Mais méfiez-vous, celui qui a trop bien dormi et qui s'est réveillé ne se rendormira plus. L'oppression impérialiste que nous appelons colonisation chez nous et que vous appelez l'impérialisme ici, c'est la même chose, camarades. Tout cela n'est que du capitalisme. Il faut le détruire et le remplacer par l'union des peuples libres, plus d'esclaves. C'est cette ligne-là qui, de Bruxelles à Bandung, de Bandung au Caire, du Caire à la Havane, c'est ce fil-là qui continue de s'exprimer. Alors je ne vais pas insister sur l'aspect historique, Bachir l'a très bien fait. Je voudrais juste rappeler sur ce premier aspect également la question de l'élargissement de la solidarité afro-asiatique à l'Amérique latine, rappeler d'où elle nous vient. Et là, nous le devons une nouvelle fois, et après, on va croire que j'idéalise, une nouvelle fois citer Mehdi Ben Barka, qui est le véritable théoricien de cet élargissement. Et cet élargissement n'est pas simplement le fait de considérer que les latino-américains sont aussi opprimés que nous. C'est la prise de conscience d'une nouvelle étape dans le système capitaliste mondial, d'une nouvelle étape dans le fonctionnement de ce système, qui est en gros le passage après la Seconde Guerre mondiale d'une accélération de la monopolisation. Voilà ce qu'il nous dit. Cette orientation néocoloniale n'est pas un simple choix dans le domaine de la politique extérieure. Elle est l'expression d'un changement profond dans les structures du capitalisme occidental. Du moment qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe occidentale, par l'aide Marshall et une interpénétration de plus en plus grande avec l'économie américaine, s'est éloignée de la structure du XIXe siècle pour s'adapter au capitalisme américain, il était normal qu'elle adopte également les relations des États-Unis avec le monde. Et il résume en disant, en un mot, quelle est aussi son Amérique latine. La prise de conscience de la solidarité des trois continents, c'est la prise de conscience que le colonialisme était en train de disparaître et qu'il était remplacé par le néocolonialisme et qu'à ce titre, eh bien, les conditions
les expériences, les vécus et les obstacles des émancipations étaient les mêmes et qu'il fallait élargir. Alors si on a ça en tête, du coup, on peut s'intéresser à l'événement lui-même. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours à la Havane? Je voudrais les résumer en un certain nombre de ruptures, de ce qui m'a semblé être des ruptures, et des ruptures qui me semblent encore porteuses de fruits aujourd'hui. Et c'est en cela que je pense qu'il faut être extrêmement vigilant quand on parle de la tricontinentale, de ne pas simplement parler de l'ambiance, de ne pas simplement parler des guerrieros qui sont contents de se retrouver, etc. Ça a été un travail idéologique, théorique et politique extrêmement important. La lecture des résolutions, pour la plupart d'entre elles, si nous les lisons aujourd'hui, nous disons mais comment ont-ils pu, en 66, prévoir, y compris, en fait, anticiper des développements. En fait, c'était des choses qui existaient déjà de manière embryonnaire et qui sont devenues générales ensuite. Première grande caractéristique de la tricontinentale, l'affirmation d'une unité possible qui ne soit pas une unicité. L'affirmation que, quelles que soient les divergences dans les courants révolutionnaires, il fallait qu'ils apprennent à travailler ensemble. Il fallait qu'ils apprennent à faire converger leur combat. Ça a été dit tout à l'heure, 82 pays de représentés, mais on a dedans surtout des courants extrêmement divers. Entre les trotskistes qui sont présents, les maoïstes qui sont présents, des pro-soviétiques qui sont présents, des nationalistes qui ne se revendiquent d'aucun de ces courants du mouvement communiste international, entre des gens qui ont un nationalisme qu'ils construisent, y compris à partir d'un soubassement religieux, d'autres qui le construisent uniquement sur une base politique, eh bien, on a à la Havane tous ces courants-là de représenter, et ensemble, ils élaborent une analyse commune. Je pense que nous avons des leçons encore aujourd'hui à apprendre de ce type de dynamique, quand on voit comment, malgré le recul des gauches au niveau mondial et des gauches européennes, comment on est encore dans une culture de secte, comment on est encore dans une culture d'éparpillement. Je pense qu'on aurait beaucoup à apprendre de cette première caractéristique. Seconde caractéristique qui était à la fois un écueil qui a été dépassé, c'est la compréhension de ce qu'il y avait de commun entre le colonialisme, le néocolonialisme et l'impérialisme. Chacun des pays représentés n'était pas confronté à la même situation exactement. Certains étaient des pays encore colonisés, avec des armées étrangères sur leur sol. D'autres étaient des pays qui étaient formellement indépendants, mais qui découvraient ce qu'était le marché mondial capitaliste et les échanges inégaux, et étaient confrontés à de nouveaux mécanismes de dépendance. Et enfin, les troisièmes étaient confrontés à des coups d'État et à des interventions militaires de la part des États-Unis en particulier. Eh bien, la tricontinentale va faire un lien entre ces trois grands aspects des dominations contemporaines, en soulignant qu'en réalité, c'est le même système qui provoque ces trois formes de domination. Troisième caractéristique, le refus du dogme, le refus d'un modèle d'émancipation. Dès le discours d'ouverture, cela est affirmé et réaffirmé, il n'y a pas de modèle. Chacun des pays ira vers son émancipation en produisant lui-même son chemin. Par contre, il y a un devoir de solidarité. Et donc, ça vient casser aussi cette idée qu'on pourrait exporter le modèle soviétique ou le modèle chinois, etc. C'est cette idée que chacun des peuples doit trouver son chemin. Et en réalité, ce refus du dogme est une réponse au conflit sino-soviétique qui a, je le rappelle, retardé la tricontinentale de 5 ans. Effectivement, comme l'a dit Bachir tout à l'heure, l'énergie, l'intelligence, la stratégie de Mehdi Ben Barka ont réussi à dépasser cet écueil, à faire dépasser cet écueil, et pas que de lui, mais ça a été fait avec 5 ans de combat. À chaque fois qu'un pas en avant était réalisé, eh bien, s'il était considéré comme trop pro-soviétique, eh bien, les Chinois s'y opposaient, etc. Il a fallu 5 ans avant de pouvoir dépasser cela, et donc on réaffirme le refus du dogme, le refus du modèle, et par contre l'idée d'un chemin qui doit être le propre de chacun. Quatrième caractéristique, le refus de hiérarchiser les différentes luttes. Il n'y a pas de petites luttes et de grandes luttes. Toutes les luttes qui s'opposent à l'impérialisme sont considérées comme devant être soutenues. Et ce refus de hiérarchisation des luttes, eh bien, va se voir dans les résolutions. Les résolutions sont effectivement quasi exhaustives. Il n'y a aucun pays du monde dans les résolutions continentales dans lequel il y a encore une domination coloniale ou néocoloniale qui n'ait pas sa résolution. C'est dire qu'il y avait vraiment cette volonté de ne pas hiérarchiser
hiérarchiser les luttes. Mais cette non-hiérarchisation des luttes ne voulait pas dire qu'on ne prenait pas en compte les attaques principales de cette période-là. C'est ce que on a appelé à l'Afrique continentale les questions brûlantes. Il s'agit donc de parler de toutes les luttes du monde, mais de s'attacher aussi à un certain nombre de questions qui étaient considérées comme brûlantes. Les questions brûlantes, c'était lesquelles? C'était le Vietnam, bien sûr, dans lequel on a vu passer les troupes américaines en un an de quelques milliers à 500 000 soldats états-uniens, mais c'était aussi la férocité du colonialisme portugais, de la colonie portugaise, et également le combat contre l'apartheid. On a donc 4-5 luttes qui sont considérées comme brûlantes et qui sont considérées comme devant produire un effort particulier de solidarité. Cinquième caractéristique, la réaffirmation du droit à la légitime violence. Avec cette idée que partout où le combat pacifique pour l'émancipation n'est pas possible, eh bien la violence est légitime et même nécessaire. Ce qui ne veut pas dire que la tricontinentale va éliminer tous les combats non violents. La preuve, vous l'avez vu dans le film, Allende est là, Allende défend pour son pays l'idée d'une émancipation par la voie pacifique, et il peut s'exprimer, mais les débats sont complexifiés grâce à la tricontinentale. On n'a pas une opposition entre ceux qui sont pour la violence et ceux qui sont contre. Un exemple très concret, Allende finit son intervention en soulignant qu'il pense que le combat pacifique suffira, mais que si les États-Unis interviennent ou s'il y a de la violence contre les dynamiques populaires, eh bien il est prêt à prendre les armes. On voit bien qu'on est sur une dynamique dans laquelle les gens se sont parlé, ont échangé leurs arguments, et donc on est sur à la fois un droit à la légitime violence, tout en acceptant qu'en fonction des circonstances nationales, il puisse y avoir d'autres stratégies. Sixième caractéristique, on est, avec la tricontinentale, dans un mixte entre deux moments forts dans l'histoire des peuples. Le premier moment, je l'ai dit, c'était Bruxelles. Bruxelles, c'est la réunion des organisations militantes. À Bruxelles, ce sont des leaders nationaux qui sont là, ce sont des organisations anti-impérialistes qui sont là, etc. Bandung, ce sont des États. La Havane, la tricontinentale, ce sera à la fois des organisations et à la fois des États qui s'inscrivent dans le combat anti-impérialiste. Et d'ailleurs, la tricontinentale débat, intervient, préconise un certain nombre de devoirs aux États indépendants progressistes. On y parle du droit et du devoir de soutenir les peuples en lutte. Autrement dit, les États qui sont présents à la tricontinentale disent à la face du monde ils disent publiquement qu'ils se considèrent en droit d'envoyer des armes au Vietnam. En droit, et on dit même à la tricontinentale, c'est dit tel quel, et si les Vietnamiens le souhaitent, des volontaires. C'est dire qu'à la tricontinentale, on n'était pas sur un débat abstrait, c'était aussi la question de la solidarité très concrète qui était posée. Les Vietnamiens répondront, nous n'avons pas besoin de volontaires, nous avons notre peuple. Par contre, tous les endroits où vous affaiblirez les États-Unis, donc combattez les États-Unis là où il est, dans votre propre pays, ça nous renforce. Huitième caractéristique, la tricontinentale n'a pas simplement été une analyse de stratégie militaire et de combat contre les États-Unis, ça a été également une réflexion sur quel type d'indépendance et quel écueil pour ces indépendances. Et en particulier, je vous invite à relire la résolution économique et la partie, nous sommes en 1966, nous ne sommes pas en 1975, la partie sur les dettes, qui sont appelées des dettes bâtardes, et qui souligne qu'une indépendance qui ne débouche pas sur une amélioration des conditions de vie des masses populaires et sur une réforme agraire, eh bien, est une indépendance qui ne signifie rien et qui se termine en soulignant le droit de ne pas payer la dette. Ça devrait vous rappeler à Sankara quelques années plus tard. Là, nous sommes seulement en 1966 et les mécanismes de cette dette sont déjà décortiqués à la tricontinentale. On a dans la résolution une analyse très fine de comment se construit l'endettement avec cette idée qu'il faut la refuser. Neuvième caractéristique, elle est dite à la tricontinentale avec une phrase qui émeut beaucoup, qui est la phrase suivante: ne pas mourir de froid spirituel. Autrement dit, c'est l'importance du combat culturel dans l'émancipation. Cette idée que les peuples ne peuvent relever la tête que s'ils se réapproprient leur culture, s'ils se libèrent du mimétisme culturel avec les dominants,
qui est un mimétisme qui, en réalité, sous prétexte de progrès technique, apporte une idéologie de la soumission, apporte des mentalités de dominer, apporte une intériorisation de l'infériorité. Et ne plus mourir du froid spirituel, on reconnaîtra l'influence directe d'un Amilcar Cabral dans son travail sur la culture et l'histoire, dans ses textes sur la culture et l'histoire. Autrement dit, il nous rappelle que, contrairement à ce que dit l'idéologie coloniale, les Africains, puisque, rappelez-vous la belle phrase Sarkozy, les Africains ne sont pas entrés dans l'histoire, non seulement c'est une erreur, mais c'est là justement la colonisation qui arrête l'histoire des peuples colonisés, que secondo, si la colonisation n'a pas réussi, c'est que les peuples se sont réfugiés, ont trouvé un refuge malgré la différence des rapports de force, un refuge dans leur culture, et que leur culture a été le dernier noyau qui a évité l'éclatement complet, et que maintenant que l'offensive est en termes d'indépendance, eh bien, il faut aussi que la culture se développe de manière indépendante, et qu'en tout cas, il faut rompre avec les mécanismes de dépendance culturelle, les mécanismes d'assimilation culturelle avec les pays dominants. Dixième caractéristique, et j'en arrêterai là, on pourrait en citer d'autres, dixième caractéristique, dans l'Afrique continentale, on pense la question indienne. Pour l'Amérique latine, c'est quelque chose de complètement nouveau. Dans le passé, la question indienne était regardée de manière assez paternaliste par les gauches latino-américaines. À l'Afrique continentale, on considère que la question indienne, que les Indiens sont dans la même situation que les Noirs aux États-Unis. Et que par conséquent, le projet d'émancipation doit prendre en compte non seulement le combat contre l'impérialisme, mais doit inclure à l'intérieur la question de l'égalité entre Indiens et autres latino-américains. On note deux absents, l'Afrique continentale, deux absents de poids. Le premier, c'est bien entendu Ben Barka, ça a été souligné. On le présente souvent uniquement comme un organisateur. Je voudrais insister sur sa dimension, sur sa contribution théorique à la construction de l'Afrique continentale. C'est lui qui, dans ses textes, insiste le plus sur la convergence du combat anticolonial, anti-néocolonial et anti-impérialiste. C'est lui également qui pense la convergence avec l'Amérique latine. Bref, ça n'est pas simplement un organisateur, c'est également un théoricien. On pensera également à Che Guevara, qui un an plus tard, qui n'est pas présent en Afrique continentale, et qui un an plus tard, dans un texte célèbre, qui s'appelle Message au peuple du monde au travers de l'Afrique continentale, plus connu sous le titre 1, 2, plusieurs Vietnam, eh bien, va théoriser l'importance de la solidarité concrète et militaire. Sa belle phrase qui nous résume tout, attention, nous dit-il, à ce que notre solidarité ne soit pas l'encouragement de la plèbe aux gladiateurs. Il ne s'agit pas de faire des motions et de dire qu'on est solidaire, c'est aussi concrètement qu'est-ce que l'on peut mettre en place. Alors ça, c'est au niveau du travail de l'Afrique continentale. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Trop souvent, on conclut que l'Afrique continentale a été un échec et on passe sous silence un certain nombre de contributions. Je voudrais en souligner 4 qui me semblent incontournables. La première, les grandes campagnes de solidarité avec le Vietnam. C'est bien parce qu'il n'y a pas de mémoire militante, qu'il n'y a pas de transmission de la mémoire militante, que l'on peut dire aujourd'hui que la tricontinentale aurait échoué. La conclusion de la tricontinentale, c'est d'abord la solidarité concrète, et effectivement, dès 66, 67, 68, 69, 70, il y a des campagnes internationales de solidarité avec le Vietnam. Les affiches de la tricontinentale sont à Paris, sont à Bruxelles, etc. C'est avec les slogans de la tricontinentale qu'on défile dans les rues de Paris, à tel point que le ministre de l'Intérieur considère que mai 68, c'est Marcelin à l'époque, que mai 68, c'est manipulé par la tricontinentale. Alors, effectivement, il exagère exprès, etc. Mais, comment ? Oui, et il interdit la revue de tricontinentale publiée par Maspero à Paris. Secondo, la revue tricontinentale en tant que telle. Je pense vraiment qu'il faut que tous les groupes militants se débrouillent pour avoir la collection complète de cette revue, parce qu'on a, pendant 20 ans, une revue qui va être une référence au niveau international. C'est-à-dire des résistants palestiniens, les Black Panthers aux États-Unis, les militants qui défilent à Paris, lisent les mêmes textes. Et c'est quoi dans ces textes? Ce sont toute une série de leaders qui ne sont pas connus, parce qu'ils sont en train de se battre. C'est
dans la tricontinentale qu'on trouve les textes de Chimine à l'époque, c'est là qu'on trouve les textes de Cabral, c'est là qu'on trouve des textes au niveau international, et effectivement, ça crée, dans le mouvement militant international, ça crée une culture commune, en tout cas une base commune possible, qui n'est pas gagnée d'avance. Aujourd'hui, si l'on regarde, ce qui se lit en Afrique et ce qui se lit ici, c'est pas forcément la même chose, et une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre sur les figures de la révolution africaine, c'est que j'étais surpris et étonné du peu de militants européens connaissant les travaux des théoriciens révolutionnaires en Afrique, alors qu'en Afrique, eh bien, on connaît les théoriciens occidentaux. Donc cette revue, elle a joué une fonction extrêmement importante, puisqu'elle a permis de donner accès à la pensée du tiers-monde et à la pensée révolutionnaire du tiers-monde. Troisième grand élément de contribution, les affiches. Les affiches, j'insisterai pas, c'est un peu plus connu, mais il faut avoir en tête que les affiches de la tricontinentale ont servi de support à des mobilisations partout dans le monde. Quasiment tous les groupes militants reprenaient les affiches de la tricontinentale pour leur propre initiative, tellement elles étaient des affiches de combat. Et donc on a des centaines d'affiches qui ont été publiées. Et enfin l'émergence d'un cinéma militant qui s'appelait Cinéma de la tricontinentale. Alors, c'est important d'avoir tout ça en tête parce que aujourd'hui, trop souvent, c'est le discours de l'échec qui est mis en avant. Et moi, je pense qu'il faut surtout regarder ce qui a pu être apporté et ce qui peut être encore d'actualité. Abordons, et j'en terminerai là, parce que je vais me faire engueuler, la question des héritages. Je pense que nous devons encore aujourd'hui un certain nombre de choses à la tricontinentale. Simplement, nous ne faisons pas de lien. Nous avons tendance à considérer qu'un certain nombre de choses sont nées de manière spontanée. Je vais prendre quelques exemples. Tout le monde connaît, tous ceux qui, surtout à l'université, ce que l'on appelle le courant postcolonial, les post-colonial studies. Voilà un courant qui est venu interroger le regard occidental sur les théories, le regard occidental sur la colonisation, le regard occidental sur les cultures des peuples, etc. Ce courant, qui est venu questionner cela, a comme hypothèse que les penseurs, les artistes, qui ont grandi dans les pays impérialistes, doivent faire un effort pour se détacher de la culture ambiante de ces pays, qui porte un certain regard, qui déforme la réalité, qui ne peut pas, si on est matérialiste, qui ne peut pas se considérer comme indemne du fait d'exister. Comme un homme ne peut pas dire, moi, le patriarcat, j'y suis pour rien. Dans le patriarcat, on est marqué en tant qu'homme. Eh bien, c'est la même chose pour les... Eh bien, le courant des post-colonial studies se présente, est présenté et débattu trop souvent en le découplant du fait que la tricontinentale, eh bien, ça a d'abord été ça aussi. Il faut lire la résolution dans laquelle les délégués de la tricontinentale disent il nous faut rompre avec le regard occidental sur nous. C'est ça qui est mis en avant. Je voudrais juste citer un des fondateurs de ce courant post-colonial studies, un des principaux fondateurs. J'ai fait une bêtise. Je vais mélanger. En tout cas, qui souligne. Non, là, c'est bon. C'est bon. Voilà. Georges Balandier nous dit « La tricontinentale reposait sur l'idée que le discours critique, le discours portant vers une autre histoire, ne pouvait naître que dans les continents qui n'avaient pas été impériaux, générateurs de l'impérialisme moderne. Dans la construction de l'objet, pensée et réaction postcoloniale, ces discours ont eu une grande importance. » Autrement dit, tout ce courant qui a permis de renouveler les recherches ici en Europe et aux États-Unis, tout ce courant, il est relié à la dynamique de la tricontinentale. Il faut donc s'interroger, et d'autres auteurs que je n'ai pas le temps de citer s'interrogent là-dessus, il faut s'interroger sur pourquoi on ne fait pas le lien. Eh bien, Robert Young, un autre auteur du courant postcolonial, nous dit qu'il y a un vrai combat pour faire le lien avec la tricontinentale, parce que si on ne le fait pas, ce qui disparaît dans les post-colonial studies, c'est toute la dimension anti-impérialiste. Et en fait, ça devient simplement un débat intellectuel sur le regard décalé, etc. Alors que si on le relie à la tricontinentale, on ne peut pas parler des post-colonial studies sans une dimension anti-impérialiste. Autre
Autre héritage que nous avons, ça a été cité tout à l'heure, l'ALBA. Je l'ai dit sur la question indienne, mais il faut le dire également sur la question de la référence à Bolivar. Bolivar est une des références lors de la tricontinentale, et également, en n'oubliant pas que la tricontinentale propose comme stratégie aux États indépendants d'être sur des dynamiques régionales. Un peu plus tard, enfin, près d'une décennie plus tard, Samir Amin le théorisera au niveau économique en disant que pour pouvoir être suffisamment solide face à l'impérialisme, il faut une déconnexion avec le système capitaliste, et que pour se déconnecter, eh bien, l'échelon de chacun des pays n'est pas suffisant, et que le rapport de force nécessite des regroupements régionaux. Qu'est-ce que c'est que l'ALBA? En tout cas, le projet de l'ALBA, si ce n'est cette idée séparée, nous sommes dépendants, nous n'avons pas le rapport de force, unis en termes de solidarité économique, de solidarité d'expérience, etc., nous pouvons mieux résister. Et puis, dernier héritage que je voudrais citer, l'altermondialisme. L'altermondialisme, qu'est-ce que n'est d'autre que l'altermondialisme que cette idée de faire regrouper des gens qui ne sont pas d'accord sur tout, mais qui combattent le même système. C'est bien ce que je disais tout à l'heure sur unité et diversité, unité mais pas unicité. Avec cette idée également de construire par le bas. En conclusion, je dirais que si nous regardons le monde d'aujourd'hui et que nous le comparons au monde de la tricontinentale, beaucoup de choses ont changé. Les rapports de force ne sont pas les mêmes. Nous sommes dans une phase dans laquelle il y a eu des régressions, une contre-révolution libérale. Par contre, ce qui n'a pas changé, c'est le besoin, à l'époque comme aujourd'hui, d'un réseau anti-impérialiste mondial qui fait converger les luttes. Ce qui n'a pas changé, c'est le besoin d'un espoir qui se concrétise en pratique, en projet commun. Et pour cela, la tricontinentale est incontournable. Et je terminerai en vous citant une phrase du rapport politique du secrétariat exécutif de l'OSPAL en mai 66 qui nous dit « Cette grande humanité a dit assez. Elle s'est mise en marche et ses pas de géant ne s'arrêteront pas tant qu'elle n'aura pas compris sa liberté définitive. Reprenons la marche. » Je pense que c'est encore d'actualité. Oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que j'aille à Neuchâtel en plus bientôt. C'était un peu affiché, qu'est-ce qu'on va faire?